Et quel effet ça fait de passer dans les coulisses maintenant? Je pense que ça me fait du bien de comprendre tous les métiers qu'il y a autour de moi et de me mettre à la place de ces personnes-là et de comprendre qu'en fait, en réalité, la logistique et l'économie jouent un rôle énorme dans la façon dont on peut se permettre ou non de produire de l'art. Et forcément, ça influence aussi ma créativité. Et j'ai tendance à me reconcentrer sur des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus proches en fait de la musique populaire, de la musique qu'on écoute un peu tous les jours. Parce que je comprends que en fait, les gens n'ont pas le temps, que ce soit le public ou que ce soit les professionnels du secteur. En fait, on est pressé par bah, l'économie actuelle et la vitesse du monde actuel. Et en fait, avant, je pense que je voulais peut-être lutter contre ça en tant qu'artiste. Et maintenant, je me dis que peut-être que mon rôle, c'est plutôt d'accepter l'époque dans laquelle je vis et d'essayer de proposer quelque chose qui peut juste apaiser les esprits parce que je peux pas changer le monde en fait. Salut, c'est Bro, vous êtes sur Stay Tuned TV. Restez connectés. Attends, ça a coupé quand t'as parlé. Je J'ai sais bugué. que Bro, c'est finalement c'est le diminutif de ton nom de famille. C'est ça, hein? Ah pardon, je t'ai Je pas eu. t'entends plus là. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Stay Tuned, bien évidemment. Nouveau numéro, nouvelle émission avec une nouvelle invitée, Madame Bro. Comment vas-tu? Ça va, merci, et toi? Écoute, ça va très très bien. Ça fait longtemps que j'entends un petit peu ta musique. Je crois que c'est venu par hasard sur Spotify. Je sais plus comment. Et j'ai entendu ta musique, j'ai commencé à écouter les premiers albums, mais après je t'ai suivi. Donc ça fait plaisir de te recevoir sur Stay Tuned. Merci pour l'invitation. Bah de rien. Donc tu es rappeuse, chanteuse, interprète, tu écris aussi. Tu as sorti plusieurs projets, dont un, musique pour la C'est fête. ça. C'est ton EP. C'est mon premier EP autoproduit, enfin produit avec mon label Projet Complexe que j'ai monté il y a un an. Et le second, Musique pour la tête. Et bah, c'est une sorte de réponse au premier avec des morceaux un petit peu plus profonds, on va dire, pour certains, mais sans trop de prise de tête. C'est vraiment deux EP que j'ai fait à la cool en attendant de me dédier à un album un petit peu plus conséquent par la suite. Ouais, parce que du coup, comme je te disais au départ, c'est que j'avais écouté tes premiers projets, des albums, et ce qui est marrant, c'est que là, tu reviens avec des EP. Pourquoi arriver maintenant avec un EP? Avec deux EP Bah, d'ailleurs. parce qu'en fait, au-delà de l'évolution de ma carrière en tant qu'artiste, là, en fait, c'est le début de ma carrière de productrice. Et du coup, en tant que productrice, j'avais envie de démarrer avec des projets qui étaient ambitieux, mais en même temps qui étaient pas trop ambitieux par rapport à l'expérience que j'avais, c'est-à-dire aucune. Donc, c'est surtout le choix de productrice plus que le choix d'artiste. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment des morceaux. Moi, je vois vraiment ces deux EP comme une sorte de compile de morceaux qui ont été très bien pensés, très bien arrangés, etc. Mais derrière lesquels il n'y a pas forcément une réflexion d'album avec une histoire, avec un storytelling, etc. C'est juste des morceaux que j'aime bien. Et en tant que productrice, c'est une expérience pour moi qui m'a permis de commencer à maîtriser cette deuxième casquette. Et donc maintenant, je me sens plus à même de m'engager sur la création d'un album, à la fois en tant qu'artiste, mais surtout en tant que productrice en fait. Et quel effet ça fait de passer dans les coulisses maintenant? Je pense que ça me fait du bien de comprendre tous les métiers qu'il y a autour de moi et de me mettre à la place de ces personnes-là et de comprendre qu'en fait,
en réalité, la logistique et l'économie jouent un rôle énorme dans la façon dont on peut se permettre ou non de produire de l'art. Et forcément, ça influence aussi ma créativité. Et j'ai tendance à me reconcentrer sur des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus proches en fait de la musique populaire, de la musique qu'on écoute un peu tous les jours. Parce que je comprends que en fait, les gens n'ont pas le temps, que ce soit le public ou que ce soit les professionnels du secteur. En fait, on est pressé par bah, l'économie actuelle et la vitesse du monde actuel. Et en fait, avant, je pense que je voulais peut-être lutter contre ça en tant qu'artiste. Et maintenant, je me dis que peut-être que mon rôle, c'est plutôt d'accepter l'époque dans laquelle je vis et d'essayer de proposer quelque chose qui peut juste apaiser les esprits parce que je peux pas changer le monde en fait. Je peux que le rendre plus beau de temps en temps quand on écoute de la musique, quoi. Mais je pense il y a une maturité derrière ça. Enfin, il y a le fait que j'ai grandi, quoi, tout simplement. Je fais des efforts, mais ça semble irréalisable. Mais quand tu dis lutter contre cet effet de pas de consommation, mais le fait qu'il y ait beaucoup d'informations, ça veut dire quoi? Tu luttais comment? De quelle manière? Bah, je pense qu'en voulant, par exemple, faire de la musique très organique, c'est-à-dire en invitant tout le temps des musiciens à jouer sur les morceaux, des trompettes, des violons, des machins, des trucs, euh, la réalité de cette façon-là de faire de la musique, c'est qu'en fait, elle nécessite beaucoup de main-d'œuvre qui doit être rémunérée. Et dans un système capitaliste, le salariat, quand tu veux faire du profit, c'est un obstacle. Et ce que je veux dire, c'est qu'en produisant, je me rends compte des, des coûts que représente le fait de vouloir faire une musique très très qualitative, on va dire, parce que c'est une qualité que je recherche et que je recherchais. Et, euh, et en fait, la modernité des façons de créer qui s'imposent à moi aujourd'hui fait que en fait, bah, ça se raréfie les projets qui sont faits avec plein de musiciens qui interviennent et qui sont rémunérés. Et c'est normal qu'ils soient rémunérés. C'est même pas que je vais me dire ah bah du coup j'arrête de prendre des musiciens. C'est simplement que il y a beaucoup plus une conscience économique derrière et je trouve ça important de pas faire les choses juste comme ça en étant un artiste rêveur qui veut faire ce qu'il a envie de faire, qui veut faire ce qu'il a en tête, mais qui voit pas que en fait il y a toute une industrie derrière et la musique c'est vraiment une industrie et à partir du moment où j'accepte d'en faire partie et donc je m'y intéresse et je m'intéresse à ces enjeux en fait. Voilà. Mais ça veut dire que, tu le disais tout à l'heure, ça va vite, donc on écoute la musique aussi assez rapidement. Est-ce que, d'un point de vue musical, ça a un impact aussi dans ta création? Ouais, bien sûr. Je pense que ça donne envie d'aller droit au but aussi. Euh, et c'est pas forcément une mauvaise chose. Je pense que moi-même, quand j'écoute de la musique, je vais pas mentir, j'aime bien me prendre un truc très simple et très con, mais qui dit ce que j'ai besoin d'entendre. La poésie, elle est aussi victime du réel et qu'elle est soumise au système dans lequel on vit. Et donc aujourd'hui, on est dans une poésie très rapide, dans une poésie très, très punchline, très gimmick, très machin. Et en fait, ça veut pas dire que c'est moins bien que Baudelaire et Rimbaud, c'est juste que c'est une poésie qui est soumise au système capitaliste. Est-ce que ça veut dire elle est médiocre? Je sais pas. je, sous certains aspects, oui. Et en même temps, voilà, moi j'ai envie de faire passer un message. Et si le message il passe comme ça, bah, je vais le faire passer comme ça. C'est aussi un jeu que d'accepter que le langage est ce qu'il est aujourd'hui.
Et c'est plus un gage de compétences artistiques que d'être capable de comprendre ce truc-là. Après, je trouve ça trop bien qu'il y ait encore des projets qui fassent de la musique de manière beaucoup plus traditionnelle, qui prennent beaucoup plus le temps, etc. Et pour moi, ça s'appelle entretenir des arts historiques, comme peut le faire le jazz, comme peut le faire la grande chanson française, etc. Et heureusement qu'il y a encore des gens pour représenter ces choses-là. Mais pour moi, c'est presque un autre métier que celui de vouloir créer un style. Vouloir créer un style, ça veut dire accepter que tu le fais dans un contexte socio-politique donné, quoi. Pas de comparaison, j'essaie d'innover, sans être paresseuse ou séduisante. En concert, ce n'est pas un karaoké. Ils ragent quand ils savent pas qui c'est qui chante. Tu avais commencé par le rap au départ. Sur tes premiers projets, ça rappait un petit peu, je trouve. Et là, ça rappe beaucoup moins, ça chante. On est beaucoup plus sur le chant là aujourd'hui. Ouais, alors ça, c'est aussi lié au fait que j'ai appris à chanter. J'ai pris des cours de chant, j'ai fait le conservatoire de Paris entre mon premier EP et maintenant, en fait. Apprendre une nouvelle technique, ça donne envie de l'utiliser. Donc, je pense que ça a énormément influencé mes compositions. Et là, en même temps, en ce moment, alors ça a rien à voir avec l'EP que je vais sortir là, mais en ce moment, je suis en train de faire des morceaux beaucoup plus rap, pour le coup. Mais je pense que c'est un truc de cycle, c'est-à-dire que quand on apprend vraiment, quand on a un nouvel outil technique, on a vraiment envie de l'utiliser, on a envie de s'en servir et de l'ajouter à à nos cordes, quoi. Et puis au bout d'un moment, on se stabilise un peu plus et on vient justement créer ce style qui va être un mélange de toutes ces techniques apprises au fur et à mesure. Mais c'est pour ça que selon moi, créer vraiment une identité artistique, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et donc faut se laisser aller aux différentes phases de ce truc-là. Et donc là, je suis passée vraiment par une phase pendant 2 ans où j'ai eu vraiment envie de chanter et d'être vocalement plus impressionnante, plus capable, voilà, pour vraiment maîtriser mon instrument le mieux possible. Et du coup, ne pas me retrouver à faire du rap juste parce que je sais pas chanter. J'ai envie que le rap, ce soit un choix parce que c'est bon, enfin, c'est vraiment beau à écouter. Alors, je sais que par exemple, le peintre Picasso, c'est quelqu'un qui peignait des choses qui ont l'air très simples sur le papier, mais en fait, c'est quelqu'un qui a énormément travaillé sa technique et à la fin, en fait, il a choisi de faire des choses comme ça, très très faciles en fait, très très faciles à regarder mais c'est un choix. Et je trouve que c'est vraiment important de pas être une victime de sa propre incompétence. D'où le besoin de passer par des phases de recherche et de travail, en fait, qui font naître des morceaux quand même. Mais du coup, ça veut dire que tu fonctionnes à l'envie ou vraiment tu te mets des critères de travail ou comment tu fonctionnes? Euh, je fonctionne pas vraiment à l'envie. C'est pas trop quelque chose qui me définit, je crois. En fait, je pense que ce qui est le plus spontané chez moi, c'est mes textes. C'est-à-dire que je me mets aucune barrière dans ce que je dis et aucune limite à ce niveau-là. En revanche, tout le reste, j'ai une approche hyper rationnelle et très technique de tout le reste. Et, mais ça me dérange pas parce que je suis pas attachée au mythe de l'artiste hyper impulsif et justement qui est dans le spirituel et dans le plaisir et dans l'envie, etc. J'ai pas forcément cette vision-là de la performance artistique. Euh, Parfois, la performance la plus touchante, c'est la plus impressionnante. Enfin, moi, personnellement, par exemple, Céline Dion, c'est quelqu'un qui me touche énormément. Et je pense que, bien sûr, elle met énormément de sincérité quand elle interprète un morceau. Mais surtout, je pense qu'il y a un gros pourcentage De de ce qui technique et me de touche qui travail. est Ouais. lié au fait que
extrêmement bien fait, en fait. Je pense qu'il faut pas négliger le fait qu'en fait, maîtriser quelque chose, en fait, c'est pas forcément, enfin, c'est quelque chose qui peut, en fait, être au service de l'émotion. Un acteur, quand il joue une émotion, il la ressent pas vraiment. Il la joue. Et mieux il la joue, plus elle va nous toucher. Mais lui, il est dans de la technique, en fait. Et voilà, je trouve que un équilibre entre technique et sincérité, bien sûr, parce qu'il y a une part d'étincelle et de talent qui est juste ce qui est touchant chez la personne qui interprète. Et ça, c'est quelque chose qui ne se travaille pas, qui est juste son être. Mais je pense que c'est la rencontre de ces deux éléments-là qui font la beauté d'une interprétation, d'une œuvre en général, quoi. Et l'amour manquait, mais les aiguilles à l'envers. Mais tu n'es pas là quand je me balade. Et donc, ça veut dire que l'écriture, tu la vois aussi de la même manière? Toujours travailler une certaine technique, une certaine rigueur, et être moins dans le côté spontané? L'écriture, c'est vraiment, pour le coup, quelque chose que je fais de manière beaucoup plus spontanée, mais en revanche, je le fais tout le temps. C'est-à-dire que j'écris vraiment tous les jours, mais je développe un style qui est, un style très, très direct, très pulsionnel, etc. Donc il y a beaucoup plus de place pour pour une sorte de freestyle un peu. Et je pense que c'est mon côté rap aussi, et la culture du freestyle, de l'impro et tout ça qui parle à ce moment-là, et qui est vraiment là d'où je viens en termes d'écriture. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai pas envie de lâcher parce que je trouve que c'est vraiment une qualité et que c'est là qu'il faut savoir être justement un peu subtil dans le sens où il faut essayer de garder cette identité-là sans l'abîmer justement en étant trop dans le travail ou trop dans la technique. Mais je trouve qu'au niveau des textes, j'ai toujours fait en sorte de rester la plus sincère possible parce que quand j'écris, je suis vraiment en transe, c'est-à-dire que je suis vraiment impliquée dans ce que je suis en train de faire et je me laisse aller totalement. Et donc, il y a vraiment de la place pour la perte de contrôle là-dedans. Et voilà. Et après, le but, c'est que la musique autour, elle soit vraiment bien faite, bien mixée, bien. Enfin, tout ça, c'est des choses qui sont importantes pour moi. Que, que, que la technique autour, elle soit vraiment maîtrisée, que ce soit aussi des personnes très compétentes qui la prennent en charge. On a parlé du rap tout à l'heure. En fait, il y a de plus en plus d'artistes qui ont un style un peu hybride, qui passent d'un point à un autre en termes de référence musicale. Et c'est vrai que toi, tu arrives à surfer entre, ben, quand je dis surfer, c'est naviguer entre l'aspect rap, l'aspect soul, l'aspect pop. On flirte un peu avec la variété. Donc du coup, toi, c'est quoi ton univers? Moi, je pense que je j'ai envie de trouver un style, un moment pour un album. Je, en tant qu'interprète pour mon projet, je pense que mon objectif c'est ça. Parce qu'après, en tant qu'auteur, compositeur, j'ai envie d'écrire beaucoup de choses aussi pour d'autres artistes. C'est quelque chose que je fais beaucoup, que je développe beaucoup, mais ça pour moi c'est ma carrière sur le long terme, c'est mon métier en fait d'être auteur. Mais pour ce qui est du projet Bro, dans lequel je suis pas que auteur, mais je suis aussi directrice artistique, c'est-à-dire que j'essaie d'avoir une vision justement de productrice, donc j'essaie de créer une sorte de produit, en fait, si je suis vraiment honnête avec moi-même, ce qui est le cas de beaucoup Ouais, d'artistes non, en mais fait. c'est la vérité. Ouais. Et donc j'aimerais juste faire un album un jour. Je sais pas si ça va être celui-là ou si ça va être celui d'après ou celui d'après, j'en sais rien, mais mon objectif c'est qu'un jour j'ai un album et que ce soit vraiment mon style. Et donc je saurais pas à dire encore ce que ça va être. C'est sûr que ça va être qu'il va y avoir des influences rap, R&B, variété, parce que c'est ça que j'aime, et c'est ça que j'écoute et c'est ça mes références. La question c'est comment ce mélange à un moment il va devenir une vraie identité. Parce que pour l'instant, il y a presque une sorte
de mimétisme que j'opère malgré moi, où je vais faire des choses qui vont ressembler plus à ça, puis après des choses qui vont ressembler plus à ça, parce que j'essaye en fait de trouver mon style, j'essaie de trouver ma place, quoi. Et je l'ai pas encore trouvé, ça en tout cas c'est ma conviction. Et donc mon objectif tout simplement, ça serait juste d'arriver à faire un album, une œuvre qui soit vraiment pas possible de comparer à d'autres œuvres. Donc ça veut dire ta marque de fabrique, quoi, sur Ouais, un voilà, album. c'est ça. Ouais, ok. Et donc ça serait un mélange des genres, bien sûr, mais un mélange des genres qui est une sorte de nouvelle recette, quoi. Donc c'est passé par plein de phases et je continue d'essayer de trouver la réponse à ce truc-là. Et ça passe par le fait de faire de la musique, mais ça passe aussi par le fait de réfléchir dans sa tête régulièrement à pourquoi je fais de la musique à la base. Quel est exactement le message que j'ai envie de faire passer et du coup, quel est le meilleur moyen de faire passer ce message? À quel moment ce message passe le mieux, en fait? Est-ce que c'est quand c'est du piano qui joue? Est-ce que c'est quand... Enfin, bon, c'est des questions cons, mais en fait, qui sont vraiment nécessaires à ce processus. Et je pense que toute la première phase, c'était vraiment genre faire tout ce qui me passait par la tête artistiquement. Et la prochaine étape, là, c'est d'affiner, en fait, et de négocier une identité, quoi. Certains fatiguent, d'autres se lèvent. Je suis de ceux qui cherchent les sourires aux lèvres. On a parlé d'écriture, donc tu écris aussi pour d'autres artistes, hein, c'est ça? Ouais. Dans des choses qui ont été diffusées, j'ai écrit pour la chanteuse Ella, qui fait plutôt du R&B. Là, j'ai pas mal participé à l'album d'un groupe qui s'appelle Oros, qui vient de sortir son album, sur lequel j'ai coécrit 3 ou 4 titres. Voilà, j'ai fait différentes choses comme ça. Et puis là, ça fait vraiment 1 an que je fais ça beaucoup, mais sur des projets qui n'ont pas encore été diffusés, mais qui sont beaucoup plus issus de la variété, quoi. Ah ouais, ouais. Mais pour ce type de travail, du coup, qui est différent de ton projet perso, comment Mm. comment tu travailles? Quelles sont tes approches? Est-ce que on te donne on te donne des lignes directrices et tu te colles à ça ou voilà, comment ça se passe, quoi? Ouais, en fait, en général, on me donne des lignes directrices. Soit c'est l'artiste qui me les donne, soit c'est le label de l'artiste, soit c'est mon éditeur qui me dit voilà, c'est ça le brief, donc faut que tu me sortes ça. C'est très concret en fait comme travail. C'est ça qui me plaît là-dedans, c'est que il y a vraiment une ligne de conduite, une direction artistique qui est prise, et moi je suis vraiment la personne qui va écrire le texte très souvent. Je viens juste m'insérer dans quelque chose qui existe déjà. Et ça, c'est très plaisant de faire partie d'un projet comme ça, sans être la front, la front woman du truc, mais de faire quand même intégralement partie de la création d'une œuvre et d'être au service d'une direction artistique. Même si c'est pas celle que j'aurais choisie pour moi, bah c'est celle qui a été choisie pour cet interprète-là, et en fait c'est vraiment très enrichissant de pouvoir participer à d'autres projets comme ça. Moi, j'ai vraiment il y a vraiment un avant et un après pour moi euh, par rapport à ça. Je trouve que ça c'est vraiment venu mettre du sens dans ce que je fais, et c'est venu me faire comprendre la différence entre mon métier pur, ma compétence, et mon projet bro qui pourrait disparaître en fait du jour au lendemain. Et pour autant, ça ne m'enlèverait pas mon métier, ça ne m'enlèverait pas ma compétence. Et ça, je ne l'avais pas compris tant que j'avais pas mis cette compétence au service de quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est parfaitement logique. Et de pouvoir comprendre ça, en fait, ça m'a énormément apaisée, parce que du coup, ça enlève toute la pression qu'il pouvait y avoir sur mon projet, parce qu'en fait, ce projet, c'est quelque chose qui existe dans un moment donné, alors que mon métier, c'est quelque chose qui est juste inhérent à ce que je suis, et je vais mourir avec, quoi.
Mon projet, ça se trouve, dans 5 ans, il n'existe plus. C'est pas grave. Mais ça veut dire tu penses à arrêter le concept bro? C'est dans un coin de ta tête ou? Non, pas du tout. C'est juste que de savoir que je peux, ça rend hommage à ce projet parce que ça lui donne l'importance qu'il mérite d'avoir. Plutôt que ce soit quelque chose justement qui soit sous pression parce qu'en fait c'est mon unique projet professionnel, c'est mon unique source de revenus, de vie, de satisfaction professionnelle. Enfin, c'est énormément de pression sur moi en fait, parce que c'est moi. Donc, et ça rend pas hommage à ce projet-là et ça lui rend pas service parce que ça pousse à faire des compromis, ça pousse à faire des choix justement commercial. Et justement, ce recul que je peux avoir maintenant en travaillant sur d'autres projets et aussi en étant productrice, donc en ayant développé cette compétence-là, d'être beaucoup plus dans la question administrative, logistique, stratégique, etc. Ça me fait vraiment être beaucoup plus à l'écoute de mon projet, être beaucoup plus saine en fait vis-à-vis de ça. Donc non, j'envisage pas du tout de l'arrêter. Au contraire, ça me donne envie de recommencer d'autant plus, mais en repartant aussi sur des bases un petit peu plus saines, avec moins de surpression sur ce truc-là, quoi. Entre soi, de la peur de l'avenir. J'ai vu France 3 et les gondoles à Venise. Je sais ce qu'il y a, j'ai toujours envie de rire. Je perds la foi que... Quel est ton rapport au temps qui passe? Parce qu'il y a un titre qui s'appelle Grande, où tu prends conscience que tu grandis, il y a de la maturité. Tout à l'heure, tu as parlé de maturité. J'ai l'impression que tu observes ce que tu as fait, ton évolution, et que tu vois aussi le temps passer, c'est quelque chose d'important pour toi. Oui, c'est un thème qui est toujours un peu là quand même dans mes différents projets. Je crois que c'est pas tant le temps qui passe, mais c'est plutôt la notion du passage à l'âge adulte qui me tracasse un petit peu. Le temps qui passe, ça va, parce que je trouve que pour l'instant, il passe lentement. Enfin, je me sens jeune, je me sens énergique. J'ai pas, voilà, je me dis pas, ah c'est bon, je suis fatiguée. Mais c'est plutôt le fait, le fait de devenir adulte, c'est une notion ouais, qui m'obsède un petit peu. Parce que je m'observe dans des évolutions sur certaines choses dans ma vie où je me dis, ah ouais, je suis vraiment devenue adulte sur ça et ça. Et en même temps, je l'ai pas senti puisque je suis toujours la même personne. J'ai l'impression d'avoir le même cerveau que quand j'étais petite. J'arrive pas à voir le changement. Et c'est quelque chose qui me fait bizarre, qui me surprend toujours quand il y a du changement, quand j'ai des nouvelles envies, alors que je les avais pas peut-être il y a 1 an, 3 ans. Et j'ai toujours pas vraiment trouvé la paix avec ce truc-là, on va dire. Après, ça me rend pas malheureuse, hein, mais c'est juste... ouais, ça me fait une sensation très bizarre d'être adulte. En fait, tu C'est veux pas très, très grandir. bizarre comme position dans le monde. Tu veux pas grandir, quoi. En fait, j'arrive pas à voir la différence entre ma vie d'enfant et ma vie d'adulte. Mais probablement parce que j'étais une enfant très sérieuse, très inquiète, beaucoup qui réfléchissait tout le temps. Et du coup, j'ai l'impression que pour moi, c'est la même chose. Donc, je pense que c'est le passage à l'âge adulte m'intéresse parce qu'en fait, j'ai pas eu le sentiment d'être enfant. J'ai été enfant, bien évidemment. Je me suis pas sentie enfant, je pense. Du coup, je pense que ça vient de là, à la base. Mais justement, là, tu as grandi, et petite, tu te voyais faire de la musique? En faire ton métier? Ouais. Ah ouais? En fait, quand j'étais petite, je voulais être chanteuse et espionne. Mais je voulais faire les deux, en fait. Je voulais faire les deux en même temps. C'était pas l'un ou l'autre, c'était vraiment les deux. Et pendant longtemps, j'ai eu du mal à me dire qu'on pouvait être juste chanteuse. D'ailleurs, je suis pas juste chanteuse. Enfin, j'ai l'impression que c'est... Pour me sentir équilibrée, j'ai besoin de compenser avec quelque chose de très...
très sérieux, de très cartésien. Genre justement, genre la production, voilà, c'est vraiment un taf beaucoup plus concret, je trouve. Et j'ai besoin de ça. Et sinon, j'ai l'impression d'être complètement fly. Moi, j'ai fait des études de droit avant ça, donc en plus, j'ai un côté très, Très très, carré, ouais, très justement, très juriste, structuré, très analytique. légaliste. C'est ça. Donc en fait, j'ai besoin des deux parce que j'ai ce truc où je suis à mi-temps entre être quelqu'un d'hyper torturé et à mi-temps quelqu'un d'hyper hyper pragmatique, hyper sérieux. Donc voilà, c'est un peu comme ça que j'ai négocié mon temps. Mais ça vient d'une envie qui a toujours été là, de partager ma vie en deux métiers. Et à la base, c'était chanteuse espionne. Mais du coup, ouais, j'ai toujours voulu faire de la musique. Ça a toujours été là. Et en même temps, voilà, j'ai fait du droit, j'ai fait 7 ans d'études. Et, et je me sentais à ma place dans le fait de faire des études. Je me disais pas, mais je rêve d'être chanteuse, pourquoi je fais ça? Parce que je voyais pas ça comme quelque chose qui se mettait en travers du fait de faire de la musique. Pour moi, c'était juste un autre aspect de ma vie et je cultive autre chose en fait en faisant des études de droit. C'est pas et puis c'est pas forcément pour que ça mène à un métier, c'est aussi parce qu'à un moment, il faut se mettre des choses dans la tête. Spécial, on devait le faire avec l'équipe. Dans le spectacle, tout était écrit depuis les 90s. C'est pas street ça, c'est un mélange folklore urbaniste. Mais du coup, t'as arrêté ce projet d'espion? Bah, j'ai pas le droit de te le dire, donc Ah oui, oui, oui. La discrétion avant tout. je vais te dire oui, mais si ça se trouve, je te mens, tu vois, tu peux pas savoir. C'est vrai. Ah, il faut tout remettre en cause, ça veut dire. Tout ce que tu dis maintenant. Bah ouais, c'est ça. Euh, Il y a un truc intéressant, c'est que apparemment, tu tires assez. Alors, je sais pas si c'est régulièrement, mais en tout cas, la carte de la tempérance dans dans le jeu du tarot, ça sort assez souvent. Ouais, ces derniers temps, ouais, ça sort souvent. Je pense que c'est la réponse à justement ce truc d'être équilibré parce que je suis à deux extrêmes. En fait, j'ai l'impression d'avoir toujours trouvé mon équilibre, mais que c'était toujours en passant par deux extrêmes qui créent un truc équilibré. Et, euh, et je pense qu'avec le temps qui est passé, maintenant, j'arrive à être équilibrée parce que je maîtrise mieux ce truc-là, donc je tempère mieux. Donc il y a moins de radicalité dans mes choix, dans ma façon de vivre la vie, de vivre mes projets. Je tempère et je temporise. Et ça, c'est une forme de sagesse, je pense, je sais pas. Euh, ça fait ressentir de la quiétude, enfin du calme en fait. Et ça, c'est très récent dans ma vie. Et ça fait partie du sentiment d'être adulte aussi. Ouais, ouais. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Mais quand tu parles d'extrême, pour toi, les extrêmes, ça veut dire quoi? À quel moment tu te dis là, je suis extrême? Bah, par exemple moi, je suis vraiment attirée par les façons de penser extrêmes, ou même la philosophie un peu extrémiste. Genre, je sais pas, par exemple, Schopenhauer, c'est un extrémiste. C'est-à-dire, c'est un mec, il est malheureux, je sais pas, il revendique presque que en fait, c'est pas possible d'être heureux. Ça n'existe pas. Genre, c'est un leurre. Et en fait, justement, accepter qu'on est malheureux, ça mène au calme. En tout cas, il y a un truc de cet ordre. Mais ça c'est des choses qui m'attirent, pas parce que j'y crois, mais uniquement parce que je pense que je suis attirée par l'assurance d'une phrase bien formulée et d'une affirmation bien formulée. Parce que je trouve que c'est rare et que les gens ont peur d'affirmer des choses. Ça fait très peur, on n'a pas envie de se faire des ennemis, on a peur de pas être aimé, on a peur de pas être dans la tendance de qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut penser, etc. Et c'est vrai que moi, ça m'apaise d'entendre des gens affirmer des choses
Alors, jusque dans une certaine mesure, parce que, encore une fois, je suis juriste, donc il faut que ce soit dans le cadre de ce qui est légal. Mais en tout cas, en philosophie, dans tout ce qu'on peut théoriser, dans toutes les thèses qu'on peut se faire sur la vie, sur l'humain, j'aime bien quand il y a des gens qui ont le courage d'aller un petit peu à l'extrême d'une réflexion. Aussi triste puisse-t-elle être, tu vois, Mais justement, je crois que depuis peu, je me suis réconciliée avec la nuance, en fait. Et juste le fait de se dire, bah, un peu de ça, un peu de ci, ça peut faire une sorte de bonheur, en fait. Il faut essayer, quoi. Et je pense que ça vient du fait que j'ai pas une éducation, comment dire? J'ai pas une éducation très religieuse déjà, par exemple. J'ai une éducation hyper athée, hyper anticléricale, très il faut se faire ses propres idées, il faut se faire sa propre opinion, etc. Et pour se faire ses propres idées, forcément, il faut passer par des phases d'extrémisme sur certains sujets, parce qu'en fait, tu dois trouver ta marque de fabrique intellectuelle et politique. En tout cas, c'est ça mon éducation, je pense. Le temps d'arriver à la tempérance et à quelque chose d'un petit peu plus ouais, posé, quoi. C'est tout le temps de cette réflexion-là. Mais je suis contente quand même d'y être arrivée, parce que les extrêmes, c'est un peu intense et c'est très fatigant pour le cerveau. Je ne vais pas dans les ressoirs, non. Ou bien je le décide à un instant T. Quand je doute, alors je reste à L'inspiration, elle arrive à quel moment? Je sais que ça se commande pas. Mhm. Il y en a qui arrivent à se créer un cadre d'inspiration en étant dans des atmosphères ou de sortir et autres. Toi, c'est comment? Euh, Ben, je crois que Voilà, je crois pas voilà. trop à l'inspiration, en fait. Je pense que c'est Ah, c'est ça, c'est d'accord. mon côté cartésien. Parce que justement, c'est un petit peu trop immatériel comme notion, alors que pour moi, si t'écris tous les jours, bah, c'est juste que tu peux invoquer l'inspiration parce qu'en fait, tu sais écrire. Donc, après, ça, c'est la partie de moi qui croit énormément à la maîtrise de la compétence. Et encore une fois, la grâce de l'inspiration, elle soutient un peu l'idée que le talent, c'est quelque chose qui vient à toi, qui serait inné, etc. Et du coup, c'est pas une invitation au fait d'écrire tous les jours, justement. Je pense que tu peux avoir un facteur qui fait que tu peux avoir des facilités pour certaines choses, mais après, une fois que tu les as, il faut progresser, il faut évoluer, donc il faut Bien travailler. sûr. Voilà. Non, mais c'est pour ça que, comme je te disais, il y a aussi une part de soi qui est touchante et qui fait la magie de l'œuvre. Euh, mais pour ma part, vraiment, j'essaie de faire beaucoup de vraiment m'exercer à ça beaucoup. Et puis, bah, de temps en temps, bien sûr, il va y avoir quelque chose qui va sortir du lot. Mais j'associe ça plus au hasard qu'à des critères circonstanciels. Mais peut-être que c'est parce que je suis fermée à ça et que du coup, je me rends pas compte qu'en fait, j'ai besoin de ces circonstances. Mais je ne me l'autorise pas parce que je suis justement contre cette idée Ok, d'accord, d'inspiration. d'accord. Bro, du coup, c'est le diminutif de ton nom de famille. Comment tu es arrivé au point de te dire, bon, finalement, je vais garder Bro? Est-ce qu'il y a une anecdote, il y a quelque chose en particulier? Ouais, mais en fait, c'est tout simple. Moi, je fais du volleyball depuis que je suis toute petite. C'est vraiment mon sport de prédilection. Et quand j'étais petite et que j'ai rejoint ma première équipe en compétition, en fait, il y avait déjà une meuf dans l'équipe qui s'appelait Elisa. Donc Elisa, c'est mon prénom. Et, euh, et du coup, au début, ils m'appelaient tous Broly, parce que mon nom de famille, c'est Broly. Parce qu'il fallait différencier les deux. Et comme elle était là avant moi, en gros, c'était elle, Elisa, et moi, j'étais Broly. Et au bout d'un moment, en fait, c'est juste naturellement, c'est devenu Bro. Et du coup, pendant toute ma période volley à fond, quand j'étais au collège, au lycée et tout ça, tout le monde m'appelait Bro dans le club et c'était vraiment devenu mon prénom, quoi. Enfin, il y avait personne qui m'appelait Elisa, il y avait même des gens qui savaient pas que je m'appelais Elisa. Et en fait, c'est parti de là, j'ai même pas réfléchi, pour moi, ça a toujours été mon
mon blaze, quoi. J'ai interviewé un monsieur il y a quelques mois qui s'appelle Daoud, trompettiste, très bon trompettiste. Super. Et à un moment, je sais pas pourquoi, on a parlé de toi. Je sais pas, ton nom est arrivé sur la table et il m'a dit, bon, moi je te suivais déjà et il était impressionné par ta précision et ton talent, même si je sais que le talent, ça se travaille. Mais voilà, il disait que t'étais assez efficace en studio, que tu lui demandais un truc et puis que c'était fait assez rapidement et très propre, quoi. Bah, ça fait plaisir. Merci, Daoud. Donc, et je sais que d'ailleurs, il est là à plusieurs reprises hein, sur tes projets. Tu l'invites Ouais, ouais, complètement. régulièrement. Bah, là, justement, sur les 2 EP, il est sur au moins 3 titres. Il était dans Musique pour la fête sur l'outro. Où il a vraiment, il avait, enfin, c'était quasiment un featuring, hein. Il a vraiment un solo et tout, et il y a beaucoup de place pour lui. Et là, dans le deuxième EP, il joue sur une chanson qui s'appelle Pour la vie et une autre chanson qui s'appelle 10 heures. Et c'est vraiment lui qui fait tous les pads de trompette, les solos, les chœurs et les machins. Et ouais, c'est un plaisir de travailler avec lui. J'ai aussi composé des nouveaux titres avec lui là, qui seront sûrement sur mon prochain album. Mais il fait vraiment partie de mon entourage artistique proche. Déjà parce que c'est quelqu'un bah, que pareil je trouve très talentueux. Je pense qu'on est raccord un peu sur nos rêves, nos goûts, mais aussi humainement sur justement. Enfin, je trouve que c'est quelqu'un de très authentique, qui est pas dans la représentation, qui est vraiment lui-même, qui est et qui n'a pas peur de formuler justement des affirmations, quelles qu'elles soient, même si c'est pour parler de soi. Enfin, j'apprécie vraiment cette honnêteté, et donc c'est quelqu'un qui est aussi devenu mon ami, tout simplement, parce que je le respecte vraiment. Quand j'étais petite, j'écoutais pas beaucoup de musique en fait. Mes parents, ils écoutent pas trop de musique, c'était plus le cinéma, les bouquins, tout ça. Donc j'étais vraiment une victime de la de la pop, quoi. J'écoutais les trucs que tout le monde écoutait, genre Britney, Laurie. Et après, tout ce qui était... à l'époque, il y avait des compiles qui s'appelaient l'album rock. Ça, c'était vraiment mon truc. C'était des compiles de tous les singles de rock américains. C'était bien, mais c'était pas non plus d'une grande subtilité. Je pense que ça m'a beaucoup influencé. Et je pense que mes premières rencontres avec des artistes qui m'ont vraiment touchée et que j'ai eu envie de reprendre ou que j'ai laissé m'inspirer, c'est un peu plus tard avec Alicia Keys ou Adele, enfin un peu des grandes chanteuses comme ça qui font beaucoup des ballades, qui sont beaucoup dans de l'émotion vocale et en même temps avec une grande qualité d'écriture. Donc ça a été un peu mes coups de cœur quand j'étais au collège, au lycée. Et puis maintenant, après je suis passée par une phase où j'écoutais que du rap, hein, vraiment exclusivement. Ça m'est complètement passé. J'écoute plus du tout de rap. Et maintenant j'écoute un peu de tout, mais beaucoup quand même du R&B et du jazz, quoi. Plutôt anglo-saxon. Ok. Voilà. Et R&B à l'ancienne. En partie, mais du R&B actuel en vrai, beaucoup. Les projets qui sortent un peu, je sais pas. Après, c'est des trucs un peu alternatifs. J'ai beaucoup aimé un album d'un mec qui s'appelle Cisco Swank, qui est justement une rencontre un peu entre le R&B et le jazz. Je pense que c'est sorti l'année dernière, il y a 1 an. Mais voilà, il y a des projets comme ça que j'aime bien. Ouais. Mais c'est vrai que j'écoute pas beaucoup de musique française. Mais j'écoute un peu de la musique québécoise par contre. Parce que je trouve que justement, il y a plus en fait, il y a plus le groove à l'américaine, mais c'est en français. Du coup, c'est vraiment la rencontre de tout ce que j'aime. C'est-à-dire qu'il y a des textes en français et en même temps, il y a la musicalité anglo-saxonne qui est quand même moins présente en France, on va pas se mentir. Mais par exemple, au Québec, il y a un projet qui s'appelle Les Louanges, que
qui à la base quelqu'un que j'ai rencontré en fait, que j'ai rencontré à Paris. Je connaissais pas sa musique, mais du coup j'ai découvert sa musique puisque je l'ai rencontré et j'ai trop 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 kiffé. Et vraiment il y a ce truc R&B pop en français, mais avec les arrangements quand même plus à l'américaine quoi. Après c'est québécois donc eux ils vont quand même te dire c'est de la musique québécoise donc c'est vrai que c'est quand même un genre à part entière. Mais c'est vraiment un genre de musique que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, là, je travaille sur un album que je fais réaliser à Montréal par un réalisateur au Québec. Parce que je trouve que voilà, c'est vraiment là-bas que j'ai retrouvé le plus de projets qui m'ont touché, quoi. Alors, je vais te donner une série de mots et instinctivement, tu me donneras ton ressenti en quelques mots, en quelques phrases. Pourquoi ça te fait sourire? Non, mais ça me fait peur parce que j'ai toujours peur de dire un truc horrible. Mais Non, vas-y. non, mais je suis pas inquiet. Ok. Si je te dis Suède, Suède. Suède, là, comme ça me fait penser à ma mère parce que ma mère, elle dit tout le temps je suis pas suédoise parce qu'elle est algérienne. Donc en gros, pour elle, être algérienne, ça veut dire pas être suédoise. Enfin, c'est sa définition de ça. Pour elle, elle met vraiment, elle oppose vraiment la mentalité du Maghreb à la mentalité de la Suède. Ce sont les deux extrêmes qui sont possibles sur Terre, selon ma mère. Hein, je dis pas que c'est ce que je pense, mais du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup associé les Scandinaves à des gens très libre où les femmes se baladent les seins nus ou je sais pas quoi. Alors que pas du tout, puisque par la suite j'ai beaucoup voyagé, donc je suis allée dans ces pays-là et ce sont des gens assez variés, ma foi. Mais c'est assez drôle parce que ma mère, elle a vraiment des trucs comme ça que je pense elle s'est mis dans la tête quand elle était plus jeune en Algérie, où justement peut-être elle voyait le reste du monde d'une autre manière, j'en sais rien. Et du coup, ça me fait penser à ça. tu t'es déjà allé en Algérie du coup? Ouais. Ouais, bah, ma famille, ils habitent là-bas. Enfin, la moitié de ma famille. Les Français le disent tous, c'est le loyer qui tue l'amour. Pourquoi tu m'as rendu sourde des autres sons? J'ai pas compris. Enquête criminelle. Bah, ça me fait penser à mes études que j'ai fait, parce que j'ai fait des études en sciences criminelles en master. Enfin, j'ai fait criminologie, donc c'était un master de droit, mais avec la mention criminologie. Donc, bah, ça me fait penser à ça. Et moi, c'est vrai que c'est comprendre la criminalité. Pour moi, c'est vraiment essayer de comprendre l'humain. Et donc, je trouve que c'est un biais très intéressant pour s'intéresser au comportement humain parce que bah, il y a des schémas qui se dessinent et on comprend des choses. Et vu que c'est ce qu'on a le plus envie d'éradiquer, on va pas se mentir, j'ai envie de dire autant s'y intéresser le plus possible. Donc, c'est pour ça, c'est pour ça que j'ai choisi de faire ce master-là après ma licence de droit. Cinéma. Hum, Cinéma, bah, je pense à mon père. Mon père, il m'a vraiment énormément initié au cinéma. Et quand j'étais petite, j'allais au cinéma tous les dimanches avec mon père. Donc gros big up, papa. Mais il y a ce côté-là hein, chez toi, hein. Que ça soit au niveau des clips et même au niveau des visuels, il Mm. y a un lien avec le cinéma. Ouais, ouais, complètement. J'ai vraiment envie que ma musique, elle soit portée par encore une double interprétation qui est permise par l'image. Et j'aime l'image bien faite. Et moi, ça fait vraiment des années que je travaille avec un mec qui s'appelle Samuel Pain, qui a vraiment fait toute la DA visuelle de mes projets depuis le début. En fait, c'est un pote de longue date. Donc, on a vraiment grandi ensemble. Lui, plus bah, justement sur tous les arts visuels, que ce soit la vidéo, le graphisme, etc. Et moi, dans la musique. Et c'est vrai qu'ensemble, on a appris beaucoup de choses et on a compris que c'était dur de décorréler les deux et que en fait, ça pouvait vraiment rendre service à la musique que de la réinterpréter en image parce que
Bah, c'est une façon de dire au public, regardez, moi j'ai réinterprété ma chanson en faisant une métaphore visuelle. Donc ça veut dire que vous avez encore le droit, vous, de vous faire encore une autre interprétation. Enfin, je trouve que ça ouvre, ouais, ça permet de rendre l'auditeur libre aussi de faire sa propre interprétation en montrant que c'est ok, que c'est permis, quoi. L'autre mot, c'est perfection. Perfection. Je pense que je sais pas si je suis perfectionniste, mais en tout cas, Tu laisses pas les détails au hasard, quoi. T'es dans les détails, quoi. en tout cas, je suis à la recherche de quelque chose qui serait parfait au sens mathématique. C'est-à-dire que inconsciemment, sans faire exprès, par exemple, je cherche un partenaire, si on parle par exemple de vie personnelle, de relations sentimentales, je cherche un partenaire qui soit parfaitement complémentaire avec moi, tu vois. Alors que ce n'est pas possible, enfin, ça n'existe pas, tu vois. Ah, Mais t'as une grille avec tu coches bah non, des enfin, cases. oui, mais dans ma tête un petit peu, tu vois, il y a comme des moments, des réflexions que je me fais, je me dis, il faudrait que cette personne, elle fasse ça, parce que comme moi, je travaille de 17h à 22h. Enfin, tu vois, mais c'est des trucs très. Mais en fait, je recherche une sorte de perfection comme ça dans la complémentarité, dans la réciprocité. Euh, Donc, je sais même pas que moi je cherche à être parfaite, c'est que ensemble, j'aimerais qu'on soit parfait. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là parce que je sais que moi je peux pas être parfaite toute seule parce que je suis pas omnisciente, je suis pas polyvalente au point où je peux être la perfection. Mais par contre, avec d'autres gens, on peut être parfait. Et donc, je recherche cette perfection-là. C'est une perfection collective. Donc, l'union des forces. Exactement. J'ai trouvé ce qui ne se répète. J'aimais le bleu, j'aime le numéro vert. Pourquoi s'interdire ce qu'on aimerait au nom de nos affaires? On est un peu dans la projection, dans projet complexe, dans la continuité, si je voulais dire. Projet complexe. Projet complexe, du coup, c'est le nom de mon label que j'ai monté il y a 1 an. Et en fait, ça vient d'un t-shirt que mon père a, qui est le t-shirt qu'il met pour faire des travaux. Et parce qu'il est très bricoleur, mon père. Et du coup, toute ma vie, je l'ai vu avec un t-shirt avec écrit derrière, en gros, projet complexe, au pluriel, comme ça. Et à chaque fois, je me suis dit, mais c'est quoi ce t-shirt? Ça n'a aucun sens. Et, euh, et je me suis toujours dit que j'en ferais quelque chose à un moment donné. Et donc, au moment où on a réfléchi un peu avec Cassandre, qui est mon associé, on a réfléchi un peu à quel nom on avait envie d'avoir. Je lui ai proposé ça en lui expliquant l'histoire du t-shirt et elle a adoré le concept. Et puis ça nous va bien, un projet complexe, voilà, on se prend beaucoup la tête, elle comme moi, on est très rigoureuse, puis on est attiré par différents types de projets, on est un peu dispersé, donc je trouve que c'est vraiment à notre image, voilà. Discrétion. Euh, la discrétion, bah, ça me fait penser à quelque chose que j'aime beaucoup, qui est la pudeur. Euh, je pense que malgré tout, je suis quelqu'un qui reste très discret, très secret et assez timide en vrai. Euh, mais je trouve que ça a son charme. J'aime bien, j'aime bien la discrétion, j'aime bien, mais surtout j'aime la pudeur. Je, je trouve que c'est beau. Enfin, ça me touche en tout cas chez les autres. Et je suis contente d'avoir cette qualité, parce que pour moi c'est une qualité. Ok. Tu as bien papoté. Parce que je vais pas dire que j'ai papoté, mais je Ouh, t'ai fait parler. bien joué. Euh, le mot de la fin, ce serait quoi? Le mot de la fin, franchement, c'est rendez-vous le 18 mai à la Boule Noire parce qu'on va fêter l'anniversaire du label. Et voilà, ça va être la fête. J'ai envie de. C'est un concert, mais c'est aussi c'est une soirée d'anniversaire. Donc
Bah, j'ai envie de dire, venez. Et puis l'idée, c'est de boire des coups à côté. Enfin, c'est vraiment pensé comme ça dans ma tête. C'est soirée d'anniversaire avec mon public fidèle et puis tout l'entourage professionnel. Enfin, voilà. Donc j'ai hâte de cette soirée. D'ailleurs, juste un point là, parce que tu parlais de public. Ton public, il ressemble à quoi? Bah, franchement, je trouve que c'est un public assez diversifié. Il y a pas mal de... Enfin, il y a autant de filles que de garçons. Ça, je trouve ça cool. Parce que j'essaye d'avoir une sorte de neutralité de genre dans, dans ma façon de faire de la musique. Et donc, je suis contente de voir que c'est efficace. Bah, après, c'est beaucoup des jeunes entre 25 et 35 ans quand même. C'est la majorité des gens que je vois au concert. Mais il y a quelques parents avec leurs enfants. Et non, c'est cool, franchement, c'est un public vraiment bien, bien mixte. Et c'est cool. Je vois pas une typologie, je me dis pas, ah, mon public, c'est vraiment les Parisiens ou je sais pas quoi, tu vois. Il y a vraiment un truc beaucoup plus varié que ça. Donc c'est cool. En tout cas, je te remercie d'être passé sur Stay Merci à toi. Tuned en visio. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite Beaucoup. et je te dis à bientôt. À bientôt. À bientôt. Salut.